And the first point I want to get over to you is that the world is not like that at all, or let us be more polite, the world in which I live is not like that at all. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Où en est-on, 50 ans après la publication du rapport Meadows sur les limites planétaires ? Pour répondre à cette question, la journaliste Audrey Boilly a enquêté par l'intermédiaire d'un podcast, d'un livre et de cette conférence avec 3 scientifiques de renom. Philippe Curie, Marc Dufumier et Dominique Méda. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On va commencer. Je me présente rapidement. Je m'appelle Barnabé Bengtin. Je suis journaliste indépendant spécialisé sur les questions d'écologie. Et je suis ravi d'animer cette conférence qui est la 3e et dernière d'un cycle organisé en partenariat par les éditions Rue de l'Échiquier, le magazine Social Terre et la Recyclerie qui nous accueille ce soir. Un cycle de conférences qui avait pour thème les 50 ans du rapport Meadows, qui a été la première grande étude scientifique à sa publication en 1972, à alerter sur la catastrophe écologiste et à s'intéresser à l'impact global des activités humaines sur la planète, en nous interpellant notamment sur le rapport entre croissance économique et crise écologique, et en posant ainsi explicitement la question des limites planétaires à l'aune d'un régime économique basé sur l'augmentation exponentielle du PIB, ou, pour le dire autrement, avec cette formule toujours très efficace, à interroger la possibilité d'une croissance infinie dans un monde fini. Et 50 ans plus tard, la journaliste Audrey Boilly a eu l'excellente idée de se demander où on en était. Et elle a donc cherché d'une certaine façon à actualiser ce constat dressé à l'époque en allant à la rencontre d'experts dans différents domaines qu'elle a interviewés en maniant toujours cette double dimension, à la fois la partie constat qui permet de recenser de façon très précise et très étayée toutes les grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'habitabilité de la planète, en essayant de comprendre sans s'illusionner ce que nous annonce la trajectoire sur laquelle nous sommes aujourd'hui embarqués. Et en même temps, face à ce constat, y faire répondre en miroir tout un volet de solutions pour bien nous rappeler qu'il n'y a pas de fatalité à la catastrophe qui vient. Et ça a donné donc une série de podcasts intitulés Dernière limite, qui est ensuite devenu le titre de ce livre publié par Rue de l'Échiquier et qui compile 13 entretiens très percutants. Et c'est de ça dont on va discuter ensemble aujourd'hui avec elle et avec 3 des scientifiques qu'elle a pu interviewer pour ce livre, qui vont nous offrir un coup de projecteur un peu plus précis sur quelques-unes de ces ressources menacées et donc sur certains des grands enjeux relatifs à ces limites planétaires. On parlera donc agriculture et alimentation avec vous, Marc Dufumier. Vous êtes agronome, spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution à travers le monde, professeur honoraire à AgroParisTech et expert auprès de la Banque mondiale et de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On parlera également pêche et ressources halieutiques avec vous, Philippe Curie. Vous êtes biologiste et océanographe, spécialiste des enjeux de gestion écosystémique des ressources marines, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et ancien président du conseil scientifique de l'Institut océanographique de Monaco. Et on parlera enfin de ce qui est sûrement la mère de toutes les batailles, à savoir ce modèle économique basé sur le régime de croissance, avec vous, Dominique Méda, qui est sociologue et philosophe, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales de l'Université Paris-Dauphine, présidente de l'Institut Veblen et autrice de nombreux ouvrages sur le travail, le PIB et les indicateurs de richesse. Et s'il ne fallait en citer qu'un, ce serait peut-être La mystique de la croissance, comment s'en libérer, publié aux éditions Flammarion. Voilà, vous avez le programme. Et pour commencer, je me tourne vers vous, Audrey, pour revenir peut-être sur le fondement de votre démarche et comprendre quelle a été l'origine, quel a été le déclic. Qu'est-ce qui vous a donné finalement envie de partir à la rencontre de ces témoins et de vous lancer dans ce livre ? J'ai été percutée par un livre. Alors oui, ça arrive, attention, c'est dangereux ou pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a ouvert les yeux. C'est la découverte, assez finalement tardivement dans ma vie, de ce rapport qui pourtant a été publié il y a 50 ans et qui m'a vraiment
en fait, j'ai l'impression que c'est à l'origine d'un éveil écologique, c'est-à-dire de se rendre compte vraiment de ce à quoi on fait face. Jusque-là, donc je suis journaliste scientifique, je travaillais déjà sur des questions climatiques, notamment sur les énergies vertes. Je suis ingénieur chimiste de formation, donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur les questions des énergies vertes. Et c'est vrai qu'à l'époque, évidemment, j'étais inquiète de ce qui était en train de se passer. Et en même temps, je voyais ça sous un angle très technique, très techno, en me disant c'est un problème technique, en fait on doit décarboner notre énergie, et donc finalement ça appelle une réponse technique qui est dans la main des ingénieurs. Et il se trouve que chaque semaine, en tant que journaliste, je reçois des communiqués de presse de super techno qui promettent de produire de l'énergie verte dans les années à venir. Donc bon, voilà, quand même, il y avait moyen finalement à la fois d'espérer régler en tout cas en partie cette problématique, et aussi j'étais dans une forme d'illusion du coup que le modèle actuel pouvait continuer comme avant, c'est-à-dire on allait régler ce problème technique, mais tout allait pouvoir finalement se maintenir tel quel. Et donc je faisais partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les technosolutionnistes. Et donc ce qui m'a ouvert les yeux finalement, c'est ce rapport Meadows où je me suis rendu compte que le climat finalement n'est qu'une des 9 limites planétaires, que déjà, évidemment, c'est un problème absolument majeur, comme le rappelle le dernier rapport du GIEC, qui nous montre qu'on est sur une trajectoire à plus 3 degrés, qui met déjà en soi l'humanité en danger. Mais là, d'un seul coup, je me suis aperçue que le problème était bien plus large et qu'en fait, parce que le rapport Meadows, en fait, il interroge l'ensemble des limites planétaires, à la fois les équilibres naturels, mais aussi la limite des ressources non renouvelables, et que finalement, on était en train de dépasser toutes ces limites. Donc, ça change complètement, finalement, la vision du sujet. C'est-à-dire qu'on se rend compte, en fait, qu'on dit souvent pour le climat, notre maison brûle, et en fait, notre maison, plutôt, elle s'écroule. C'est-à-dire que elle est appuyée sur un certain nombre de piliers, ces fameux équilibres naturels, ces fameuses limites planétaires, qui sont toutes en train de s'effriter et qui peuvent s'écrouler. Et du coup, j'imagine si ça arrive chez vous, que d'avoir des fissures sur des murs porteurs, au lieu de se dire on va colmater, finalement on va réparer un petit peu à droite à gauche, ce qu'on fait pour le climat, l'océan, l'agriculture, quand on traite finalement ces sujets de façon différente, différenciée, isolée. Oui, exactement. En fait, non, quand on voit qu'on a des fissures partout, on se dit il y a peut-être un problème dans les fondations. Et la fondation, la fondation de notre société, c'est quoi ? C'est la croissance, en fait. Une croissance infinie, comme tu le disais, dans un monde fini, finalement, ça ne peut qu'amener à dépasser les limites planétaires. Donc, le fait de regarder l'ensemble des enjeux écologiques, ça change complètement le diagnostic et donc les solutions qu'on va y apporter. Et donc voilà, c'est vraiment cette prise de conscience qui fait que j'ai eu envie de faire ce projet, d'abord ce podcast puis ce livre, pour déjà donner à voir cette nécessité d'avoir une vision globale sur les enjeux écologiques qui sont tous interconnectés et on ne peut pas en prendre un et le séparer des autres, mais aussi finalement de voir où on en est aujourd'hui, 50 ans après le rapport Meadows, quel est le constat et quelles sont les solutions. Est-ce qu'on peut les rappeler, ces limites planétaires ? Elles sont au nombre de combien et peut-être combien on en a dépassé aujourd'hui ? Alors, stricto sensus, les limites planétaires, donc ce sont des équilibres naturels qui déterminent les conditions d'habitabilité de la Terre depuis le début de l'Holocène, qui est donc une ère géologique qui a commencé il y a plus de 10 000 ans et qui a permis l'essor des sociétés humaines. Donc aujourd'hui, tout ce qui nous permet de vivre, de manger, de consommer, tout ce qui alimente la société industrielle, finalement, est permise par des conditions physiques, tout simplement, ces fameux équilibres naturels. Donc, en 2009, c'est une équipe de scientifiques qui a déterminé que ces limites étaient au nombre de 9. Et donc, vous en connaissez certaines, qui sont le climat, la biodiversité, mais il y en a d'autres qui sont moins connues, comme des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, qui sont tous les deux des éléments indispensables à la vie et qui sont, en certains endroits, plus perturbés que le cycle du carbone. Évidemment, il y a le cycle de l'eau, il y a l'acidification des océans, dont on va parler ce soir. Le changement d'affectation des sols, qui est en gros la déforestation. Voilà, il y a toute une série d'équilibres naturels, et malheureusement, 6 des 9 sont dépassés. Mais la façon dont j'ai voulu traiter ça dans Dernière Limite, je m'intéresse aussi à la question des ressources non renouvelables, puisque toute ressource non renouvelable, évidemment, au départ, on peut augmenter l'extraction, la production,
on arrive à un pic et puis à un moment, nécessairement, la production décroît. Et donc, on est face aussi à des limites physiques. Et évidemment, on dépend beaucoup de ressources naturelles non renouvelables, comme bien sûr les énergies fossiles, mais aussi les métaux, mais aussi le sable qui permet de fabriquer le béton, qui nous permet malheureusement d'artificialiser en masse. Voilà, notre société, elle dépend aussi beaucoup de ces ressources. Alors ça, c'est un des messages forts dans ton livre. Tu insistes beaucoup en disant il ne faut pas parler que du climat. Moi, j'ai envie de te poser une question un peu provocante volontairement. En même temps, le climat, c'est ce qui nous a permis d'avancer. Ça a été un vecteur de prise de conscience assez important ces dernières années dans l'opinion publique. Est-ce que, d'une certaine façon, c'est pas contre-productif que de dire arrêtons de parler à ce point-là autant du climat ? Ah non, parlons du climat. Non, c'est pas du tout le message. C'est évidemment absolument central, mais ce qui est très important, c'est de faire le lien avec les autres problématiques écologiques. C'est-à-dire que si on se concentre uniquement sur le climat, ça amène aujourd'hui à cette vision simple, finalement, qui était la mienne précédemment, c'est de se dire on va pouvoir régler tout ça avec des petits ajustements techniques. Certes, on va devoir rouler en voiture électrique, ça pose des problèmes, etc. Mais finalement, on va juste décarboner notre énergie. Or, le problème, ce n'est pas ça, finalement. Le problème, c'est notre modèle de société basé sur une croissance illimitée et une prédation des ressources. Aujourd'hui, notre empreinte écologique, on consomme l'équivalent de 2 planètes Terre, c'est-à-dire 2 fois ce que produit la biosphère chaque année. Évidemment, ce n'est pas tenable. Et la seule chose qu'on peut... Enfin, évidemment, on a beaucoup parlé des solutions avec les scientifiques qui sont là et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite, parce que je ne l'ai pas fait, pour remercier beaucoup Dominique, Philippe et Marc d'être ici aujourd'hui. Bref, il y a en tout cas beaucoup de solutions, mais il y a en tout cas un fondamental, je dirais, qui est absolument de réduire notre empreinte écologique, bien sûr notre empreinte carbone, mais notre empreinte eau, notre empreinte matière, notre empreinte forêt, etc., etc. Donc comprendre l'interdépendance entre tous ces phénomènes, le côté lien de cause à effet, comprendre finalement qu'il faut se mettre en mouvement pour changer ça. Il y a aussi une volonté d'objectiver, je viens à la méthode, le fait que tu aies choisi ces scientifiques particulièrement, pourquoi eux ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de montrer que ça n'est pas juste un propos militant, mais que justement ça s'appuie sur un socle scientifique étayé, précis ? Je ne suis pas sûre de comprendre la question juste propos militant, parce que la base, de toute façon, des mouvements militants aujourd'hui, c'est quand même les faits scientifiques. Alors, je vais la préciser, le contexte actuel est assez clair là-dessus. Il suffit de lire le JDD dimanche pour comprendre qu'il y a aussi une certaine politique de discrimination d'un grand nombre de propos sur l'écologie qui sont catégorisés à chaque fois comme militant, radical, etc. Je vous laisse lire l'interview du ministre de l'Intérieur pour reprendre les termes exacts. Donc c'était ça, c'est qu'en fait on est toujours, quand on parle d'écologie, souvent renvoyé à cette étiquette militante. C'était ça le sens de la question. Toi justement, le choix des intervenants et des interviewés que tu mobilises, ils cherchent à montrer qu'au contraire, il y a un socle scientifique très important derrière. Oui, c'est terrible d'être disqualifié quand on s'appuie sur la science, qui est le cas d'énormément de mouvements. Et évidemment, toute la remise en cause, par exemple, des bassines, s'appuie sur des faits scientifiques. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques, évidemment, qui soutiennent, enfin, qui questionnent profondément ce type de modèle, qui voudrait, par exemple, qu'on puisse continuer à consommer autant d'eau dans un monde où il y aura de moins en moins d'eau. Et qui, évidemment, va contribuer à aggraver le problème. Donc, oui, il y a de multiples batailles à mener, mais il y a aussi cette bataille de faire entendre la voix des scientifiques et des experts qu'on n'entend pas assez. On les entend heureusement de plus en plus, mais moi, j'avais vraiment cette volonté de faire entendre ce constat scientifique et qui, justement, légitime les actions militantes, évidemment. Et donc, comment tu les choisis, selon quelle thématique pour faire une rapide présentation, dans ton livre, on parle énergie, on parle eau, on parle agriculture, on parle ressources minerais, on parle géopolitique aussi avec François Gémen. Comment tu as sélectionné tes 13 entretiens ? L'idée, c'était de faire un tour d'horizon, une sorte de masterclass en fait, avec
quelques-uns des meilleurs experts de ces sujets et que ce soit des sujets qui soient concernants pour tous, parlants pour tous. C'est pour ça que je ne suis pas partie sur stricto sensus les limites planétaires telles qu'elles ont été énoncées en 2009 et qui sont pour certaines assez abscons finalement, pas très concrètes dans la vie des gens. Donc par exemple, on a parlé agriculture avec Marc Dufumier. Pendant cet entretien, on a évoqué les questions du cycle de l'azote et du phosphore, mais je n'ai pas fait un chapitre sur le sujet parce que c'est pas parlant. Voilà. Donc l'idée, c'était de donner des entrées qui soient concrètes pour la vie des gens. Et effectivement, on parle d'agriculture, on parle d'accès à l'eau avec Florence Abès, on parle de pêche, de la surexploitation du sable, évidemment de la biodiversité, enfin de thématiques dont on parle beaucoup dans les médias, de biodiversité, de climat avec Valérie Masson-Delmotte et aussi d'énergie, bien sûr. Mais voilà, des entrées qui parlent à tout le monde et à travers lesquelles on peut évoquer ces questions qui sont parfois plus scientifiques et plus pointues et qui permettent d'expliciter à la fois quelles sont ces limites planétaires, mais aussi vraiment le lien entre elles. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour moi, c'est de vraiment, dans chaque chapitre, finalement, on parle des autres sujets. Parce que les enjeux sont liés. On ne peut pas parler, par exemple, d'agriculture sans parler d'énergie. Aujourd'hui, on sait que les engrais, les engrais azotés qu'on met dans le sol sont fabriqués à partir d'énergie fossile. Donc, quand on parle agriculture, forcément, on parle énergie, on parle émissions de gaz à effet de serre, parce que quand ces engrais se dégradent, ils émettent du protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Voilà, tous les sujets sont liés les uns avec les autres. Et c'était important pour moi de faire ressortir ces liens pour voir qu'en fait, c'est systémique. On bouge un domino et ça fait bouger tous les autres dominos, finalement. Pour prendre conscience de la magnitude du problème, de ses causes et de ses conséquences, il faut une vision d'ensemble. C'est dans ton intro et c'est probablement ce qui résume le mieux ta démarche. On va rester sur l'agriculture, du coup, avec vous, Marc Dufumier, puisqu'évidemment, on va parler d'un des besoins fondamentaux les plus essentiels pour l'humanité, se nourrir. Repartons donc du constat. Depuis le rapport Meadows, en 50 ans, en matière d'agriculture, comment on résume la situation ? Est-ce qu'il y a quoi ? Il y a une accélération du rythme productiviste que vous qualifiez de manière piquante de destructiviste ? Oui, j'ai coutume de qualifier notre agriculture hautement productiviste. C'est-à-dire que c'est quand même vrai que l'agriculture industrielle a été capable de produire plus massivement des produits un peu standards au moindre coût monétaire. Ça, je crois que c'est quand même très vrai. Mais évidemment, au prix d'un grand nombre de coûts qui ne sont pas dans le prix du produit, qui sont, les économistes disent, externalités négatives, des coûts cachés. Alors, vous avez sans doute entendu parler, il y a des algues vertes sur le littoral breton. C'est peut-être pas génial. Ben, vous payez des impôts. Heureusement, ce n'est pas les seules communes du littoral qui sont contraintes de payer pour retirer les algues vertes du littoral. Vous savez qu'il y a peut-être des résidus d'atrazine dans l'eau du robinet. Alors, même quand l'eau est potable, le coût n'est pas dans le prix du lait, le prix n'est pas dans le prix du pain, mais néanmoins, nous payons tous, évidemment, en termes de santé, parce qu'effectivement, vous avez dans les résidus pesticides des cancérigènes. Alors, pareil, cancérigènes, le rapport, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'on prédit scientifiquement des désastres. Par exemple, l'AMPA, est-ce que le métabolite du glyphosate, vous savez, cet herbicide à large spectre, est-il un cancérigène avéré ? Voilà comment on me pose la question. Et moi, je me dois de vous dire que je m'interdis de vous dire que c'est avéré dans le plan statistique du terme. Parce que cancérigène probable, disent les scientifiques, je ne supporte pas le mot non plus, c'est, oui, l'exposition de la jeunesse à ces perturbateurs endocriniens, dont les résidus pesticides de notre alimentation, ça se traduit pour la jeune génération par des maladies du vieillissement qui vont intervenir peut-être une dizaine d'années plus précocement. Il nous faudra attendre 100 ans pour voir si, statistiquement parlant, la moyenne d'âge d'apparition de ces maladies, on ne connaît même pas encore la moyenne d'âge de ces maladies pour les gens de ma génération. Il faudra attendre 100 ans pour faire la comparaison. Donc les gens vous disent, circulez, il n'y a rien à voir, ce n'est pas avéré, mais c'est néanmoins démontré, c'est scientifiquement démontré. Les endocrinologues, ceux qui connaissent bien les molécules, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, ceux qui connaissent bien nos glandes endocrines, dont la thyroïde, nous prédisaient et nous prédisent effectivement l'apparition, je suis désolé pour les plus jeunes parmi vous, une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération. Moi qui ai des cheveux blancs, quand j'étais fœtus, je n'étais pas exposé à ça. Mais du coup, c'était pareil. Le premier rapport du GIEC, qui évidemment faisait une synthèse sur
des résultats scientifiques encore antérieurs, il y a des gens qui s'étaient autorisés à dire ce n'est pas avéré, ce n'est pas statistiquement avéré. Ben, sachez qu'aujourd'hui, statistiquement, oui, c'est avéré. La date des vendanges, au cours des 30 dernières années, c'est 10 jours plus précoce que les 30 années antérieures. Donc voilà, juste pour dire, oui, le rapport nous prédisait un grand nombre de limites qui se révèlent aujourd'hui statistiquement avérées, mais il y en a encore d'autres pour lesquelles ce n'est pas encore statistiquement avéré et pour lesquelles, bien évidemment, vous l'avez compris, il faut s'interdire ces produits. Donc si on peut éviter, dans les autres dégâts, moi, je veux bien parler de la déforestation de la forêt amazonienne, la forêt de Bornéo, parce qu'il faut qu'on ait des acides gras saturés dans nos pâtes à tartiner, la désertification au sud du Sahara. Enfin, tout ça nous avait été un peu prédit, quoi. Et aujourd'hui, on peut dire oui, c'est avéré. Donc on arrête ça, s'il vous plaît. Vous dites au cours de l'entretien, la principale menace dans certains pays, comme la France, c'est la surmortalité des pollinisateurs. Alors, très juste, hein, dans le rapport Meadows, on parlait évidemment de perte de fertilité des sols. Et d'ailleurs, c'est très juste, ça s'est révélé très juste. Le taux d'humus des sols, leur capacité de retenir l'eau, les éléments minéraux, a considérablement diminué dans un très grand nombre de pays, France compris, hein, il faut être très clair. Aujourd'hui, vous pouvez élargir le concept de fertilité à l'ensemble de l'écosystème, des écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Et effectivement, aujourd'hui, très clairement, vous n'avez plus de carabes pour s'attaquer aux limaces, vous n'avez plus de coccinelles pour s'attaquer, enfin vous en avez moins de coccinelles pour s'attaquer aux pucerons, vous avez moins de mésanges bleus pour s'attaquer aux papillons de nuit, et du coup, oui, pour avoir des pommes sans petits vers, sans les larves du carpocaps, écoutez, mangez les pommes, elles n'auront pas de petits vers, vous aurez juste abondamment pas mal de pesticides, des perturbateurs endocriniens. Oui, donc cette fertilité des écosystèmes, il faut élargir le concept de fertilité à l'ensemble des écosystèmes, il faut éviter d'élargir les surfaces cultivées aux dépens d'écosystèmes naturels, la forêt amazonienne. Il faut que les écosystèmes aménagés par les agriculteurs puissent être productifs, certes, et durables dans la durée, sans préjudice, s'il vous plaît, pour les générations d'après. Ça, vraiment, aujourd'hui, c'est une grave préoccupation. Le phosphore aussi, c'est très intéressant dans votre entretien. Audrey vous pose la question. Alors là, encore un sujet qui est un peu méconnu aujourd'hui, oui. et vous sonnez l'alarme là-dessus. Alors c'est très méconnu, sauf qu'aujourd'hui, évidemment, les pays qui ont quelques mines de phosphate, parce qu'en fait, c'est sûrement au niveau du phosphore, donc des phosphates, que la pénurie, bien avant l'énergie fossile, c'est ça qui va... Le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Et là, aujourd'hui, d'ores et déjà, les pays qui ont des mines de phosphate nous font payer très cher cette perspective de pénurie. Et vous savez, les phosphates, dans le cycle, hein, les phosphates qu'on dégage dans nos urines, etc., qu'on a mangés, hein, donc on en a pris dans le sol, ça nourrit nos protéines, nos tissus du corps humain se sont usés, on en dégage dans les urines, ça va au fin fond des océans. Et avant de récupérer ça, je veux dire, on mettra du temps. Et donc oui, il y a vraiment là une limite physique. Il faut arrêter de faire une exploitation minière. Donc on va voir, il y a des solutions, mais il faudra gérer ça intelligemment. Ça nous avait été prédit. Et pour l'azote, puisqu'on parle beaucoup de l'azote, alors évidemment, vous avez entendu, là, ça y est, y compris notre président Macron et le Premier ministre allemand, quand ils discutaient, est-ce qu'on allait couper l'électricité ? C'était des questions de qui allait changer d'électricité contre du gaz naturel. Et on s'interrogeait, est-ce qu'on va couper l'électricité ? Ça risque pas être très populaire, l'hiver n'a pas été trop froid, on ne l'a pas fait. Ou est-ce qu'on va s'empêcher de produire des engrais azotés de synthèse coûteux en gaz naturel russe ? Ça, je dis, ou norvégien, hein, mais je dis russe pour vous faire peur. Mais oui, cette dépendance à l'égard des énergies fossiles, de notre agriculture, à savoir que les engrais azotés de synthèse, Audrey le disait tout à l'heure, c'est très coûteux en énergie fossile, gaz naturel russe ou norvégien en France, et c'est très émetteur de protoxyde d'azote, c'est-à-dire que ça contribue à encore accroître le dérèglement climatique. Vraiment, on avait tout faux. Ça nous avait été prédit. Et donc, face à ça, on bascule versant solution. Vous plaidez pour un tout autre régime d'agriculture que vous présentez également, toujours de manière provocante, comme intensif, mais intensif en humus, intensif en engrais naturels, intensif en interdépendance entre les espèces, c'est l'agroécologie. Expliquez-nous pourquoi l'agroécologie permettrait de répondre à la problématique actuelle. Alors très clairement, moi les agricultures extensives, qui auraient besoin de toujours plus grandes extensions, c'est pas grave, on va déforester la forêt amazonienne, la forêt congolaise, la forêt de Bornéo et ce genre de choses. Alors franchement,
Si c'est ça l'agriculture extensive, je suis franchement contre. Donc je pense que sur les terres déjà aménagées pour l'agriculture, moi l'idée qu'on pratique une agriculture intensive pour nourrir une population croissante et très correctement, moi ça me convient à des conditions bien sûr, que ce ne soit pas d'exploitation minière, qu'on regarde bien nos limites. Mais il y a quelques bonnes nouvelles. C'est que l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation nous vient du soleil. Il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant des milliards d'années. Je vous suggère qu'on en fasse un usage intensif à l'hectare, de ce qui est gratuit et renouvelable. Mais alors du coup, vous l'avez compris, hein, je ne veux plus voir un rayon de soleil tomber à terre. On va mettre plusieurs cultures associées, pas seulement le maïs, le haricot et la cucurbitacée du maïs, mais on va mettre effectivement des lentilles entre un orange et le blé, couverture végétale verte au maximal. On fait l'usage intensif de ce qui est renouvelable et tout. L'énergie, l'amidon, les glucides, c'est des hydrates de carbone. Eh bien, d'où vient le carbone? Du gaz carbonique de l'atmosphère. Je vous suggère qu'on fasse un usage intensif de ce gaz carbonique, que la prenne en plein le carbone, libère l'oxygène pour nos poumons. Vous savez, l'oxygène de l'eau. Et avec ce carbone, nous fabrique de l'amidon, du sucre, des huiles, peut-être des pailles, des racines, de l'humus et séquestre du carbone dans les sols. Je suis pour l'agriculture intensive. Et à ce sujet, vous avez une proposition qui est vraiment intéressante. Vous dites qu'il faudrait qu'on propose la rémunération des agriculteurs pour un certain nombre de services environnementaux, comme justement cette séquestration du carbone. Alors, les agriculteurs inspirés de l'agroécologie, il y a beaucoup de choses à dire pour l'azote, pour les protéines, c'est l'azote de l'air qui est excédentaire. Les éléments minéraux, on peut en trouver avec les champignons mycorhiziens. Le vrai problème, paraît-il, de ces agricultures qui relèvent de l'agroécologie scientifique, vous savez quel est le problème? On me dit c'est exigeant en travail. Ce serait intensif en emploi. Vous vous rendez compte, promouvoir une agriculture intensive en emploi? Mais voilà, ben oui. Le mieux, c'est effectivement qu'on aide les jeunes à s'installer en périurbain, ou qu'on aide les enfants, les filles, fils d'agriculteurs de reprendre la ferme avec un métier moins pénible. Mais oui, il nous faut impérativement rémunérer le travail et cesser ces politiques de subvention en proportion des hectares. Voilà. Donc c'est une réaffectation des aides publiques. Quelle forme ça prendrait, cette rémunération des agriculteurs? Eh ben, un agriculteur, voilà, vous séquestrez du carbone dans les sols en remettant les animaux sur la paille, refabriquer du fumier, ça permet de refabriquer de l'humus, c'est conforme à l'accroissement de la fertilité des sols. Dites-moi à quel prix, moi je suis contribuable, dites-moi à quel prix vous pouvez me rendre ce service d'intérêt général. Et les gens, ce n'est pas des gens qui demandent des aides à qui? Vous êtes mendiant, alors avant vous avez besoin d'être aidé, je vais vous mettre des conditions. Non, dites-moi à quel prix vous me rendez ce service d'intérêt général. Et les gens disent, bah, c'est comme quand je négocie un bon fromage. Hein. Moi, le vrai camembert de Normandie au lait cru, bio à la louche, les gens me disent, c'est plus de travail. OK, séquestrer du carbone, c'est plus de travail. Dites-moi à quel prix vous me rendez ce service. Et je vous paye. Vous nous mettez des légumineuses, des trèfles, des sainfoins, des luzernes. Vous fertilisez les sols en azote par la voie biologique. Vous nous évitez des importations de gaz naturel. Vous nous permettez d'éviter des émissions de protoxyde d'azote. C'est d'intérêt général. Dites-moi à quel prix êtes-vous prêt à remettre ça dans les rotations? Je vous paye. Vous mettez des infrastructures écologiques qui émergent des mésanges bleus. À quel prix? Voilà, des gens droits dans leurs bottes, fiers de nous rendre un service d'intérêt général. Les subventions de la PAC, les impôts que nous payons déjà, ça pourrait quand même servir à ça. C'est presque un changement d'objet du travail des agriculteurs que vous proposez. Vous avez cette citation, vous dites « Ce n'est plus le sol, la plante ou le troupeau pris séparément, mais c'est un écosystème au sein duquel il y a énormément d'interactions. » Alors, c'est ça quand même qui nous avait déjà été un peu annoncé hein, au moment du rapport Meadows, mais c'est clair qu'on a progressé. Il ne nous faut pas penser travail du sol, soin des plantes, soin des animaux séparément. Aujourd'hui, c'est un écosystème aménagé par les agriculteurs, donc qui a quand même été simplifié pour favoriser la croissance de quelques espèces domestiques, végétales, animales, microbiennes, champignons et autres. Mais ces écosystèmes-là, agro-écosystèmes, on a tendance à dire, des écosystèmes agricoles, qu'il nous faut évidemment rendre à la fois productifs de bien-être et durables, sans préjudice pour les générations futures, si vous en êtes d'accord. Mais oui, c'est parfaitement possible d'aménager des écosystèmes agricoles productifs et durables, productifs de bien-être et sans préjudice pour les générations d'après. Et certains s'y essayent déjà quand même un peu partout en France. De plus, ce n'est pas que l'agroécologie scientifique qui le démontre, mais il y a déjà des gens qui pratiquent ces formes d'agriculture relevant de l'agroécologie. Il y a déjà des gens qui nous démontrent que oui, c'est possible. En France, mais je ne vous cache pas, quand vous regardez des rendements de mil et de sorgho
sous des parcs d'acacia albida, de Federbia albida au Niger, vous voyez que le rendement est triple sous le parc arboré, de là où il n'y a pas d'arbres. C'est-à-dire que même dans des régions où on souffre de la fin de la malnutrition, où ce n'est pas le taux de profit, enfin, la première préoccupation, c'est la fin de la malnutrition, ben oui, on n'est pas sans solution. Qu'est-ce qu'on attend? Merci beaucoup, Marc Dufumier. Alors, ce qu'on met dans notre assiette vient aussi parfois de la mer. J'ai l'impression que le constat n'est pas beaucoup plus réjouissant de ce côté-là non plus à première vue. Alors, avant de vous parler des océans et de l'exploitation des ressources marines, je voudrais vous faire une confidence, parce que j'ai travaillé pendant 40 ans sur les ressources marines, mais vous savez, notre cerveau d'Homo sapiens, ça a été montré très scientifiquement, il surreprésente complètement le présent. On est des êtres présents. Il prend un petit peu dans le passé, mais des considérations spécifiques qu'on a été pêchés dans le passé. Et puis le futur, en réalité, notre cerveau, il n'est pas fait du tout pour ça. Donc on est la première génération, si vous voulez, qui allons considérer toutes ces limites planétaires. Alors ces limites planétaires, bien sûr, on peut lire le rapport du GIEC, c'est 1000 pages, on peut lire les autres rapports, on peut lire ton livre, etc. Mais on a tous un déclic quelque part dans la vie, etc. Alors je vais vous faire la confidence suivante, c'est que moi j'ai eu le déclic en voyant deux figures. La première figure, c'est une figure de la Terre et on fait une coupe transversale. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit cette mince couche de 50 à 70 km, en comprenant les océans, cette mince pellicule qui est en réalité là où on vit, elle est unique dans l'univers. Et je me suis dit, mais c'est insensé, cette petite pellicule de vie, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien d'autre dans l'univers qui produira un climat tout à fait sympathique, la beauté du vivant, etc., etc. Alors ça, c'est la première chose qui m'a rendu sensible à ces limites. La deuxième, c'est, vous savez, les chercheurs, ils font des tas de choses, et notamment, ils ont reconstitué la courbe de la température de la Terre depuis les dinosaures, depuis 60 millions d'années. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit du temps des dinosaures, plus 10 degrés. Plus 10 degrés, donc les dinosaures, ils devaient être dans l'Arctique et dans des forêts tropicales en Arctique, etc. Alors après, ça a fluctué, il y a eu des refroidissements, etc. Et ce qu'on voit, c'est que notre Néolithique, depuis 10 000 ans, il y a une température, mais alors qui est d'une stabilité absolument incroyable. Et c'est ce qui a permis finalement nos villes, notre agriculture, ce qui a permis aussi cette sédentarisation de toutes nos sociétés. Et ce qu'on voit sur cette courbe, c'est le changement actuel, c'est-à-dire un décollage de cette température. Un décollage. Et vous avez lu le dernier GIEC, c'est plus 1,1 degré qu'on expérimente aujourd'hui, et on va aller certainement vers 3 degrés. Et 1,1 degré, on n'a pas vu ça depuis 125 000 ans. Donc voilà, bienvenue dans un monde en transformation. C'est plus un monde de variation, c'est un monde de transformation. Alors, et quelles sont les conséquences du coup dans les océans? On va parler du monde marin, bien sûr. Le monde marin, vous savez, ça a été aussi une suite de l'exploitation du monde marin. Ça a été pousser les limites sans arrêt pour exploiter. Alors on a été exploité, et puis aujourd'hui, je dirais, on exploite avec une technologie qui est absolument ahurissante, puisque la technologie, c'est les GPS, c'est les sonars, c'est les radars, etc. Donc aujourd'hui, quand on voit, il y a des cartes qui sont produites de la répartition des opérations de pêche de par le monde, on pêche absolument dans tous les océans, dans toutes les latitudes, et on pêche aussi à toutes les profondeurs. Parce que l'histoire de l'exploitation, ça a été une histoire séquentielle. Au début, on a pêché, alors localement, on a surexploité. Donc quand on a surexploité, qu'est-ce qu'on a fait? On a été ailleurs, ou alors on a pêché plus profond. Aujourd'hui, on pêche quand même jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Vous savez, à partir de 600 mètres, il y a le renouvellement, à partir de 600 mètres, c'est à peu près 1%. C'est-à-dire qu'il faut attendre 100 ans pour que ça se renouvelle. Donc c'est complètement illusoire. Donc voilà des limites. Qu'est-ce qu'on pêche à ces On profondeurs? pêche pas grand-chose, on pêche des poissons. Parce que plus vous descendez dans les océans, plus la diversité augmente. Ça, c'est absolument incroyable. Mais vous avez des espèces extrêmement rares, des poissons un peu bizarres, avec des grosses têtes, des gros yeux, etc. Là, récemment, vous avez vu, on a
les Japonais ont été jusqu'à 8000 mètres dans des fosses océaniques. Et dans 8000 mètres, vous avez des poissons extraordinaires où il y a 100 fois la pression qu'on a sur Terre. Donc c'est très beau. Mais voilà, donc on a fait ça séquentiellement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a été exploité partout. Toutes les espèces. Et aujourd'hui, vous voyez sur la courbe des captures, bien sûr, ça c'est l'après-guerre, hein, vous voyez que les captures sont montées jusqu'à 100 millions de tonnes. 100 millions de tonnes, mais dans les années 90-95. Et depuis les captures elles stagnent, et même elles diminuent d'1 million de tonnes par an depuis les années 80. Ce qui montre que là, on a vraiment atteint une limite, c'est la limite de la productivité des océans. Mais on l'a atteint en jouant avec un peu un jeu de bonne taux. Hein, vous savez, c'est un peu une pyramide de Ponzi. Hein. Vous connaissez la pyramide de Ponzi. En finance, ça marche à tous les coups. Je vous dis, vous me donnez 100 francs, moi je vous donne 120 francs dans un mois, et puis vous escroquez les gens. Comme ça. Bien sûr, ça ne marche pas. Eh ben, l'exploitation du milieu naturel, ça a été un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait croire à une grande productivité des océans en ayant plein d'astuces comme ça. On a pêché plus profond, on a pêché d'autres espèces, on a pêché des poissons plus petits, etc., etc. Donc ça a été ce mécanisme-là. Alors bien sûr, ces captures montent jusqu'à un certain niveau, et puis là, depuis les années 95, on a une stagnation de cette exploitation des ressources renouvelables. 100 millions de tonnes, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. La viande, c'est 400 millions de tonnes. Un chiffre peut-être que vous livrez dans ce livre, dans les années 50, nous en consommions du poisson évidemment entre 6 à 9 kilos par habitant, et nous étions 3 milliards sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards et nous en engloutissons 21 kilos par personne. Il y a donc aussi un appétit qui s'est développé. Mais ça, cet appétit-là, c'est notre appétit. Et notre appétit, il n'a pas arrêté d'augmenter. C'est un peu une espèce d'effet rebond. Hein. Dès qu'on produit plus, hop, on consomme plus. Parce que l'offre s'est également développée. Exactement. Donc, parce que pour passer de 6 kilos à 21 kilos, ça, c'est des moyennes, mais des moyennes mondiales. Et bien sûr, dans les années 50, 55, on était 3 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Donc, quand vous multipliez les chiffres, ça fait tout de suite des quantités astronomiques. Alors, c'est vrai que cette consommation-là, on la voit sur le poisson, mais aussi on la voit sur la viande. La viande, c'est le même problème. Alors, même si en Europe, on commence à baisser en consommation de viande, on le voit par exemple en Inde et en Chine, la consommation de viande explose, ce qui fait que les statistiques mondiales, elles augmentent aussi. Donc ça aussi, c'est des limites, et on s'aperçoit qu'on ne peut pas produire plus de poissons, on ne peut pas produire plus de viande, on ne peut pas produire plus de ceci, plus de cela. Non, et alors le problème, vous insistez bien là-dessus, c'est que ça ne concerne pas seulement les populations de poissons, cette surpêche. Une des conséquences annexes, c'est également la destruction des habitats, des fonds marins. Il y a cet autre chiffre, le chalut, c'est-à-dire les prises dites accessoires, ça représente 1/3 du volume de pêche. Ça, oui, vous avez la pêche, elle a été construite sur une destruction de la biodiversité. Vous savez, alors quand on regarde l'espace couvert par les pêches, c'est 200 millions de kilomètres carrés. L'agriculture, c'en est 50 millions de kilomètres carrés. Et c'est une pêche qui a été faite. Toute la technologie, c'est une technologie de guerre, hein, les GPS, les sonars, les radars, etc. Tout ça, c'est de la technologie de guerre qui a été utilisée après pour l'exploitation des ressources renouvelables. Donc, ça a été... et le chalut, c'est l'exemple type d'un engin de pêche qui consomme beaucoup de pétrole et qui détruit aussi toute la biodiversité, qui ramasse aussi au fond toutes les espèces. Et puis après, bien sûr, elles arrivent sur le pont du bateau et elles sont détruites. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des spécificités du monde marin. Quand vous regardez une forêt, c'est beaucoup de végétaux et puis quelques animaux. Hein. Quand vous regardez un fond marin, ça s'appelle des marine animal forests, des forêts animales marines. C'est-à-dire qu'en réalité, les fonds marins, ce sont principalement des animaux qui sont au fond. Vous avez des coraux, vous avez des éponges, vous avez des vers, vous avez des huîtres, des mollusques, etc. Et très peu de végétaux. Donc,
quand en réalité vous passez votre filet sur des fonds marins, et en réalité la surface des fonds marins, elle est chalutée à 80%. Donc vous voyez, là aussi, les limites sont atteintes. Vous tuez un nombre incalculable. Et bien sûr, ça c'est perte et profit parce que tout le monde se moque de savoir s'il y a des vers, s'il y a des éponges ou des coraux. Alors, il y a bien sûr ce phénomène de surexploitation. Il y a aussi l'augmentation de température. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est comme si ça suffisait pas. Vous nous expliquiez juste avant la conférence, là, par exemple, le cas en Méditerranée de la disparition des coraux, c'est terrible. Et ça, c'est l'effet du changement climatique. La semaine dernière, j'étais à Barcelone. Alors, Barcelone, dans le centre océanographique de Barcelone. Et puis moi, je travaille à Sète, là, donc ils ont fait exactement les mêmes constats. Le constat, c'est le suivant, et c'est absolument désastreux. C'est que cet été, vous savez, il a fait très chaud. Il a fait très chaud. La Méditerranée a fait une anomalie de température de 5 degrés, ce qui s'était jamais vu, pendant, il y a bien eu un mois entier. Les coraux, vous savez, dès que ça dépasse un seuil de température, ils meurent. Et alors il faut, par exemple, telle température, ça on le sait, telle température, ils meurent. Eh bien, sachez que les gorgones qui sont des coraux, vous savez, quand vous plongez, vous avez des choses violettes, jaunes, etc. C'est superbe. Entre 0 et 30 mètres, il n'y en a plus en Méditerranée. Voilà. Un été, il a fallu d'un été pour éradiquer, je dirais, des milliers d'années, certainement, où il y avait ces gorgones. Alors, ce changement climatique, voilà, donc entre 0 et 30 mètres, il n'y en a plus, ils sont tous morts. Donc les chercheurs, ils sont figés là. Ils ont publié ça, mais c'est hallucinant, quoi. Je dirais, c'est hallucinant. Alors, deuxième chose, que ces températures-là, parce que c'est pas simplement les coraux. En Méditerranée, ça on l'a montré dans mon laboratoire, la température a fait que le plancton a changé. Alors, les sardines, vous savez, aujourd'hui, les pêcheurs, ils sont venus, puis ils ont dit, ah, les sardines, elles sont toutes petites, puis elles sont toutes maigres, etc. Et en réalité, on a essayé de tester toutes les hypothèses plausibles, et l'hypothèse qui est vraiment la plus solide, c'est qu'elles n'ont plus rien à manger. C'est-à-dire qu'elles ne mangent pas le plancton qui est produit par des eaux chaudes. Elles ont été habituées à manger un plancton qui était... Voilà. Donc, tout ça, ça montre les limites de systèmes vivants qui sont en train de collapser. On ne démontrerait pas mieux l'effet boule de neige dont parlait Audrey. Bon, ça, sur le cas du changement climatique, évidemment, la question des solutions, elle est complexe et plurielle. Peut-être si on revient sur la pêche pour quand même... Oui. À quoi ça ressemble, à quoi ça peut ressembler une pêche à large échelle, une pêche responsable, durable? Vous savez, on en a parlé d'agroécologie, il y a l'équivalent dans la pêche, l'approche écosystémique des pêches. C'est quoi? C'est réconcilier une approche qui va réconcilier l'exploitation avec la biodiversité, c'est de maintenir la biodiversité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être arrêter le chalut. Alors là, je dis quand même que vous avez vu dans les médias qu'on a un secrétaire d'État qui se glose de chaluter dans les aires marines protégées. Alors normalement, une aire marine protégée, quand vous regardez combien il y a d'aires marines protégées, mais vraiment protégées, en Méditerranée, il y en a 0,01%. Et 0,1% vraiment protégés. Alors bien sûr, on peut avancer des chiffres, mais si les scientifiques regardent, et puis regardent vraiment ce qu'ils font, donc ça, il va falloir être sérieux avec ça, c'est-à-dire avoir 30% on a dit et répété, 30% d'aires marines protégées en 2030, dont 10% pleinement protégées, c'est-à-dire où on n'ira pas chaluter. Voilà, donc ça c'est important de se garder ces objectifs-là, et c'est important aussi d'avoir cette approche écosystémique, c'est-à-dire dans un écosystème, il n'y a pas que des poissons, il y a des oiseaux marins qui se nourrissent, il y a des mammifères marins, et il faut, et ça les chercheurs arrivent à très bien faire ça, essayer de conserver un peu de nourriture pour tous ces animaux-là, donc pas surpêcher. Et l'aquaculture, Audrey vous pose la question dans le livre, est-ce que l'aquaculture, et dans quelles conditions, ça peut représenter une solution face à la pêche sauvage, la disparition d'un certain nombre d'espèces? Oui, alors ça c'était un argument de l'aquaculture. L'aquaculture, elle explose complètement, puisque vous avez vu notre appétit pour le poisson
et augmente de façon un peu, ce qui tétanise d'ailleurs la FAO et les Nations Unies, parce que chaque année, tous les 2 ans, ils font un rapport et puis ils voient que la consommation augmente, donc ça les affole. Donc on a, pour ce manque à produire du poisson, on a mis de l'aquaculture. Alors l'aquaculture, c'est surtout de l'aquaculture asiatique à 70%, et c'est des poissons, voilà. Donc il y a aussi chez nous beaucoup de poissons carnivores. Donc ces poissons carnivores, il faut les nourrir avec du poisson qui est pêché, donc des sardines, des anchois, des maquereaux, du hareng, qui est transformé en farine pour être après donné à 70% d'ailleurs pour des poissons comme le saumon, les dorades, enfin tous les poissons en réalité que vous trouvez au restaurant ou chez votre poissonnier, puisque vous avez beaucoup de poissons aujourd'hui d'aquaculture. Donc, on déshabille Paul pour habiller Pierre. Bien sûr, il va falloir aller vers une aquaculture de bas niveau trophique, c'est-à-dire des algues, des mollusques, et puis des poissons qui seraient nourris. Alors, il y a des alternatives. Hein. On peut les nourrir avec des protéines végétales, on peut les nourrir avec des protéines des insectes, par exemple. Il y a pas mal de start-up, et puis la Fondation Ricard est en train de promouvoir ça. Donc voilà, il y a des solutions. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a quand même 25 millions de tonnes qui sont transformées du poisson qui est bio à 100%, puis c'est poisson pêché en mer, de sardines, anchois, maquereaux, qui sont transformés pour nos poissons, et puis pour notre volaille et nos cochons. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Curie. Je précise qu'évidemment, après, on aura un tour de questions. Donc, on pourra revenir sur un certain nombre de problématiques sur lesquelles on est obligé de passer un peu trop rapidement. Dominique Méda, qu'est-ce que ça vous inspire, là, ce panorama dressé sur l'océan et sur la Terre? Est-ce que ça ne fait que confirmer le constat que vous dressez dans ce livre? Et pour le résumer, hein, c'est dénoncer l'obsession de cette croissance qui est devenue, vous dites, une sorte de fétiche, notre alpha et notre oméga. C'est la cause et la conséquence? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, en effet, qu'il y a une sorte de folie extractive, de folie de consommation qui s'est emparée du monde et qui n'a fait que croître et embellir. Et alors, les sociétés, elles ont commencé à croître. Les gens qui mesurent la croissance disent que ça a commencé à s'opérer au 19e siècle. Et donc, au moment où on commence à parler de l'Anthropocène, mais évidemment, il y a eu une sorte d'augmentation radicale autour de 45, et c'est ce que montrent les courbes, ce qu'on appelle la grande accélération, et c'est précisément le moment où on commence vraiment à très bien mesurer la croissance. C'est l'invention des comptabilités nationales, du système de comptabilité nationale, qui est à la fois un dispositif qui permet d'estimer la croissance et en même temps de la booster. Pourquoi je parle de fétiche? Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même très très peu de politiques qui reconnaissent que nous sommes des sociétés fondées sur la croissance et que ça constitue une partie du problème. Et qu'il faudrait rompre avec ce fétichisme de la croissance. En quoi, peut-être pour repartir du début, en quoi est-ce la cause des maux qu'on vient d'exposer, ce régime de croissance? Parce qu'il faut se souvenir d'abord de ce que c'est que la croissance. Hein. La croissance, c'est la croissance du PIB, du produit intérieur brut. C'est quoi le produit intérieur brut? C'est la production. C'est l'ensemble de la production, enfin, c'est la somme des valeurs ajoutées. À partir de 1976, ça sera la somme des valeurs ajoutées, le PIB marchand, plus le PIB non marchand. C'est-à-dire qu'avant, on comptait pour zéro la production des administrations. Et donc, voilà, somme des valeurs ajoutées, très bien. Et donc, ce qu'on espère, c'est qu'elle s'accroisse. Pourquoi ? Parce que le contrepoint, le petit frère, le verso du produit intérieur brut, ce sont les revenus. Donc, plus votre PIB est gros, plus la croissance du PIB est importante, plus les revenus qu'on en tire vont être importants. Mais ce PIB, c'est un indicateur absolument scandaleux, j'allais dire.
et il a plein de limites, et notamment la principale limite, c'est que pour le fabriquer, on va aller puiser sur des patrimoines essentiels, évidemment le patrimoine naturel. Hein. On va détruire nos stocks, nos mers, nos stocks de forêt, la qualité de l'air, etc. Et on va détruire aussi en partie notre cohésion sociale. Donc on va aller puiser sur ces réalités-là sans que jamais ça soit indiqué nulle part. C'est-à-dire, on continue à avoir, en général, on a une augmentation du produit intérieur brut, donc on est très content. On juge d'ailleurs la performance des sociétés sur le produit intérieur brut par habitant, et jamais on va aller regarder les évolutions de ces patrimoines dont on se sert. Et ce PIB, je continue, il compte pour zéro des activités qui sont extrêmement importantes pour les sociétés, pour la reproduction des sociétés notamment, c'est-à-dire tout ce qui est le travail domestique, les activités familiales, mais aussi politiques, citoyennes. Tout ça, ça compte exactement pour zéro. Donc si elles disparaissent, personne ne le verra. Donc nous voilà munis d'un indicateur prétendument qui nous montre la richesse de notre société, sur lequel on a les yeux fixés et qui finalement nous pousse à détruire toujours plus les patrimoines sur lesquels on vit, puisque personne ne les regarde et puisque ça, c'est invisible. Et alors pour autant, si le petit frère de la croissance, c'est le revenu, est-ce qu'on ne peut pas, à l'échelle du temps, avoir une corrélation entre régime de croissance et progrès, puisque c'était ça l'objectif politique affiché de la croissance? Bien sûr, même si ceux qui ont inventé le revenu national ou le PIB, on dit qu'en gros c'est quelqu'un qui s'appelle Simon Kuznets, c'est un économiste qui en 1932 a le premier estimé le revenu national américain, même si les gens qui inventent ces conventions, ils nous disent qu'il ne faut pas confondre ça avec le bien-être et qu'il faut vraiment le considérer pour ce que c'est. Évidemment, personne ne va suivre ce conseil. Et très très vite, on va utiliser le PIB par habitant comme un proxy, un symbole, un équivalent du progrès. Et de fait, c'est vrai que c'est très difficile de critiquer la croissance parce qu'avec la croissance, on a eu une amélioration considérable des conditions de vie, la lutte contre les maladies, l'augmentation de l'espérance de vie. Bref, c'est vrai qu'il y a une corrélation. La santé, ouais. Absolument. C'est vrai qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de tout ça, des revenus, de la qualité de vie, des conditions de vie, et que malheureusement, il y a à la fois des bienfaits et des maux dans la croissance. Et ce qui va être très difficile aujourd'hui, c'est de prendre de la distance par rapport à ça, de ne pas tout jeter, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et en quelque sorte, moi je dis toujours qu'il faut revisiter l'héritage de la modernité, parce qu'on vit quand même dans un système moderne qui nous a demandé, qui nous a incité à consommer toujours plus et à produire toujours plus. Mais du coup, ça veut dire quoi sur le rôle? Ce que vous venez de nous expliquer, c'est que finalement, le PIB nous offre une mauvaise manière de concevoir la société, d'une certaine façon. Il nous donne une image inexacte de ce que la richesse de la société. Et pour autant, on vient de dire qu'on reconnaît qu'il a été le témoin d'un certain... Bien sûr. Donc ça veut dire Bien quoi? sûr. Vous disiez avant, le PIB, c'est un indicateur scandaleux. Donc c'est quoi? On ne le supprime pas totalement, mais je crois que votre proposition, c'est de le compléter, vous dites même de l'encadrer, c'est ça? Oui, c'est ça, de l'encadrer dans d'autres indicateurs qui, eux, braqueraient le projecteur précisément sur ces patrimoines auxquels on tient. C'est-à-dire braqueraient le projecteur sur le patrimoine naturel. Il y a plusieurs manières de le dessiner. On a dit tout à l'heure un indice de biodiversité, un indice de l'empreinte carbone, par exemple. Et puis la santé sociale, c'est ma collègue Florence Janicatrice qui travaille là-dessus. On est plusieurs à avoir beaucoup travaillé autour de ces questions, à s'être un peu disputés avec la commission Sens-Fitoussi, etc., qui voulait nous sortir un nouvel indicateur un peu fou. Et donc voilà, oui, l'idée c'est, d'accord, on garde le PIB. D'ailleurs, il y a eu un papier ce matin ou hier de l'INSEE qui dit le PIB c'est un indicateur très important, il faut le garder. D'accord, on le garde, mais on relativise la croissance et donc on braque le projecteur sur le patrimoine naturel et la santé sociale. Est-ce que ça suffit? Est-ce que cette dimension incitative, changer d'indicateur ou améliorer les indicateurs, franchement, c'est un débat suffisant pour faire face? Bien sûr que non, ça ne suffit pas. Il faut ensuite revoir tout
toute une série de choses, y compris nos propres valeurs. Hein. Moi, je parle de reconversion écologique, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut qu'on opère une véritable conversion de nos mentalités, de nos représentations du monde. Hein. Cette représentation, on aurait un humain placé au-dessus de la nature et qui aurait la nature qui pourrait puiser tranquillement dans la nature pour sa propre utilité. Revoir notre cosmologie, revoir nos indicateurs. Ensuite, investir considérablement pour opérer le saut vers une autre société. Hein. On sait bien, rénovation thermique, nouvelles infrastructures, etc. Et puis adopter un principe de sobriété. Mais qu'est-ce qui nous limite là-dedans? Il y a au moins deux grandes limites. Petit 1, le fait que nous sommes enserrés dans des contraintes budgétaires, comme vous le savez, qui font qu'on nous dit « Ah, mais c'est beaucoup trop cher, on ne peut pas mettre autant d'argent sur la table pour opérer cette reconversion écologique. » Mais il y a aussi toute une série de représentations qui nous viennent des économistes quand même. Hein. Je voulais rappeler que le rapport Meadows, quand il sort en 72, il est immédiatement canardé par les économistes, et notamment par un économiste très connu qui est William Nordhaus, celui qui aura le prix dit Nobel en 2018. Et Nordhaus dit « Ah, mais ce modèle, il est complètement nul, il faut le mettre à la poubelle. » Et il va tout faire pour décrédibiliser le modèle. Et on a toute une série d'économistes qui vont continuer à faire ce travail après. Donc, la réforme que nous avons à faire, l'espèce de rupture de représentation que nous avons à faire, on a aussi à la faire avec nos disciplines, y compris la discipline sociologique d'ailleurs, mais avec nos petites représentations traditionnelles dans des sciences, notre économie avec ses fondements bien individuels, notre sociologie et une grande partie de nos sciences humaines et sociales qu'il faut qu'on parvienne à réencastrer dans les sciences naturelles finalement. Et il faut aussi la rendre désirable, parce que si vous parlez de cosmogonie, de représentation, c'est que ça touche aussi à des affects qui sont profondément inscrits en nous. Oui, mais ça, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile, parce que dans la réception du rapport Meadows, il y a deux points intéressants. Un, la réception par les économistes, et deux, la réception par les politiques. Et prochainement, on va ressortir la lettre Mansholt. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Mansholt, c'était un homme politique néerlandais, et il était, dans les années 70, vice-président de la Commission européenne chargée de l'agriculture. Il avait mis en place des plans hyper productivistes, et puis un jour, il lit, comme Audrey, il lit le rapport Meadows. Et là, il est complètement bouleversé, et il décide d'écrire une lettre au président de la Commission européenne, son collègue donc, pour lui dire ça va pas du tout, on est complètement là, on va complètement dans le mur, il faut absolument qu'on change, qu'on bifurque, qu'on fasse bifurquer l'Europe. Et il écrit une petite lettre, non mais qui est absolument génialissime, une petite lettre dans laquelle il explique pourquoi il faut et comment on va bifurquer. En mettant en place une forme de protectionnisme et en passant, alors il n'utilise pas le terme, mais il dit une économie de pénurie. En fait, c'est une économie de sobriété. Tout y est. Et qu'est-ce qui se passe? Il va se faire à son tour complètement canarder par les politiques, et en particulier le politique français, Georges Marchais, le secrétaire du PC, et Raymond Barre, le futur Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà. Et ce rapport Meadows, qui aurait pu vraiment nous servir, même s'il a des limites, puisqu'il nous dit qu'il faut réduire la population, etc., eh bien, il est remis radicalement en cause par les économistes et par les politiques. Et alors, puisqu'on parlait de termes, juste, vous utilisez plutôt le terme post-croissance. Oui. Il y a toujours un débat avec décroissance, post-croissance. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous privilégiez ce terme-là et quelle est la différence avec la décroissance? Alors, on a longtemps utilisé le terme pour ne pas faire peur. Parce que décroissance, ça fait peur, et ça fait peur notamment aux gens qui sont modestes, qui n'ont déjà pas de quoi vivre, et qui du coup n'auront absolument pas envie d'être entraînés dans une perspective de décroissance. Je ne suis pas sûre que la post-croissance, qui fait un peu techno, les entraîne plus. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Moi, j'aime bien sobriété. Bon, je ne sais pas si l'étendard de la décroissance ou de la post-croissance, c'est ce qu'il y a finalement de plus désirable. J'en suis pas certaine, mais je pense qu'on a un travail à faire sur les mots pour montrer combien cette autre société, et là je trouve qu'on a vraiment commencé à le montrer, combien elle serait beaucoup plus agréable à vivre. C'est ce qui décrit mieux le phénomène, mais c'est peut-être pas forcément ce qui a l'élan le plus entraînant. Merci beaucoup, Dominique Méda. Et merci à vous pour votre écoute, j'ai l'impression, attentive. Et on va le vérifier maintenant, puisque ça va être à votre tour de poser des questions, si vous en avez, mais je n'en doute pas. Bonjour.
Je me permets de rebondir justement directement sur ce qui vient d'être dit par rapport au terme. Cette rencontre qui a lieu là, le livre d'Audrey Boilly et puis le podcast, c'est pas du tout anodin. Les scientifiques prennent de plus en plus la parole dans l'espace médiatique, mais c'est nouveau, j'imagine, pour vous. Il y a quelques années en arrière, il s'agissait surtout de faire des découvertes. Aujourd'hui, il s'agit de les communiquer, et de les communiquer surtout à contre-courant des lobbies, mais aussi de notre ignorance plus ou moins élevée, et même parfois de la croyance qui se développe en opposition à un système qui ne fonctionne pas, qui est délétère. Je me demandais du coup comment vous le viviez à votre échelle de scientifique et en tant que journaliste aussi, comment vous l'expérimentiez, c'est le fait d'avancer à contre-courant et d'avoir vécu une transformation de votre métier. Voilà. Moi, je réponds très vite. Il me semble que les scientifiques ont toujours communiqué. Ils ont toujours communiqué leurs connaissances. Souvent, ils ont été contre la société. Souvenons-nous de Galilée, par exemple. Ce qui est vrai, c'est que là, une partie des scientifiques, en effet, entre en rébellion. Et c'est des positions très inconfortables, parce qu'on en parlait avant de commencer cette discussion. Immédiatement, pour déconsidérer la parole des scientifiques qui interviennent, on les traite de militants. Et du coup, de ce fait, en effet, leur parole est moins écoutée, peut-être, par un certain nombre de personnes. Enfin, je veux dire, ça commence très mal quand tu dis « Ah bah oui, c'est une parole militante ». Et ça, c'est un vrai sujet. Mais ce qui est très intéressant, en effet, c'est les scientifiques qui rentrent en rébellion, qui s'attachent et qui vont maintenant très, 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 très loin. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis très admirative d'eux. C'est vrai que les scientifiques de plus en plus s'engagent, je dirais. Il y a une science qui est de plus en plus engagée et il y a tout un champ aussi disciplinaire qui est la science de la durabilité, qui est en train d'émerger. Par exemple, l'IRD se positionne clairement là-dessus pour pouvoir mieux communiquer et mieux traiter, je dirais, tous ces problèmes de grands enjeux environnementaux. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a aussi une autre stratégie. Et là, le Resilience Center, vous savez, à Stockholm, il y a le Resilience Center avec Rockström et puis toute une équipe qui travaille sur... c'est eux qui ont défini d'ailleurs les limites planétaires avec toute cette équipe-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Ils ont fait une étude très intéressante qu'ils appellent, par exemple, Ocean 100. Et ils ont essayé de voir où était le pouvoir. Le pouvoir. Et donc, dans Ocean 100, c'est les 100 multinationales qui contrôlent, alors ils les ont listés dans tous les secteurs, ils les ont listés et qui contrôlent, tenez-vous bien, 60% des revenus des océans. Donc, que les scientifiques aussi se mobilisent de cette façon, j'ai trouvé ça vraiment très puissant. Parce que, voilà, on ne fera pas cette transition sans ce pouvoir, sans convaincre ce pouvoir-là. Pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, c'est là aussi le rôle, je pense, des journalistes, évidemment, de transmettre toutes ces informations-là, de les rendre compréhensibles, accessibles à tous. Et donc, ça d'ailleurs, c'est souligné par le GIEC, hein, le rôle fondamental des médias. On voit aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur ces sujets. Là, le dernier rapport du GIEC est encore passé largement inaperçu. Et donc, il y a vraiment... Enfin, moi, personnellement, j'ai ressenti le besoin de quitter la dernière rédaction où je travaillais pour mener des projets personnels. Mais ça, c'est finalement un chemin assez personnel, assez subjectif. Il y a des gens qui font un travail formidable aussi dans les rédactions. Je ne dis pas qu'il faut déserter pour s'engager, parce que pour moi, c'est un chemin d'engagement. Et c'est là où ce que disait Dominique, hein, c'est tous les journalistes qui travaillent sur ces sujets. Il y en a ici évidemment Barnabé, Lou Espargilière de Vert qui est au fond de la salle et je le salue. Voilà, des journalistes qui sont engagés, c'est-à-dire qui font un travail en profondeur, qui ont choisi de traiter spécifiquement ces sujets pour alerter, sensibiliser. Ça, c'est absolument essentiel, mais il y a plein de manières de le faire dans les rédactions, en tant que pigiste, en créant des médias. Voilà, moi, j'ai ressenti le besoin de le faire comme ça et de porter ce sujet des limites planétaires qui est vraiment... Parce que pour moi, c'est un sujet qui est très intime, finalement, parce que c'est ça qui m'a fait basculer. Et que donc là, j'ai envie de le porter sous plein de formes différentes, voilà, pas seulement le livre, je travaille sur d'autres formats, je donne des cours maintenant, je vais faire des conférences. Voilà, l'idée, c'est vraiment, c'est parce que c'est ça qui m'anime pour le moment, mais ce rôle-là, en tout cas, des médias, je pense qu'il est fondamental et il y a encore, évidemment, beaucoup de chemin à faire.
Il y a une question là-bas, ouais. Bonsoir tout le monde. Merci pour la présentation qui est très claire et très constructive. Moi, je voulais revenir un peu sur la thématique de l'organisation sociale de nos territoires. Je voulais comprendre en fait comment l'organisation sociale de nos territoires nous rend dépendants à nos énergies fossiles et puis à une économie mondialisée. Depuis les 30 Glorieuses, on voit que les paysans ont été chassés de leurs terres, ils sont partis dans les industries. Ensuite, on a délocalisé les industries et les pays, toutes ces personnes se sont retrouvées à s'accumuler, à s'agglutiner en ville. Et on s'aperçoit que plus on s'agglutine dans les villes, plus on est dépendant au transport des matières qu'on consomme dans les villes, donc à nos énergies fossiles et à une économie mondialisée. Je voulais vous poser la question de vous, quelle est l'organisation sociale qui vous semble intéressante pour sortir de nos dépendances, de ces deux dépendances-là? Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du biorégionalisme et de territoires qui soient plus autonomes en termes d'alimentation, d'industrie, etc., etc. Je voulais vous poser cette question. Absolument. Donc, premier constat, c'est qu'effectivement, dans un contexte de mondialisation croissante, que les gens appellent libre-échange, et si on raisonne la croissance, il faut toujours accroître le produit brut, il faut conquérir des parts de marché. Pour conquérir des parts de marché, il faut produire au moindre coût monétaire. J'oublie les coûts cachés, bien évidemment. Et pour produire au moindre coût monétaire, il faut remplacer des gens par des machines. Et donc, tant pis pour le chômage. C'est vrai chez nous, 8% de chômage. Quand une ferme disparaît en France, très clairement, c'est toujours du chômage en plus. Si la fille, le fils ne reprend pas la ferme des parents, peut-être qu'il trouve un emploi moins pénible, plus rémunéré ailleurs, mais c'est toujours du chômage en plus, parce qu'il prend l'emploi de quelqu'un des quartiers qui n'en aura pas, et la ferme qui disparaît sert à l'agrandissement des voisins, c'est toujours produire, toujours au moindre coût monétaire, conquérir de parts de marché. C'est comme ça qu'on fait du taux de profit, il faut être très clair. Notre agriculture, elle est dans ce contexte de mondialisation croissante et dit de libre-échange. Une femme qui repique du riz à la main, en concurrence avec des gens de l'Arkansas, évidemment qui ne repiquent plus à la main, 2 sacs de riz qui se vendent au même prix sur le marché à Ziguinchor, au sud Sénégal. Il y a 200 fois plus de travail agricole dans celui de la femme qui a repiqué à la main que dans celui du concurrent, le sac d'à côté qui vient d'Arkansas. Pour acheter des produits de première nécessité, elle accepte une rémunération de son travail 200 fois inférieure à celle de son concurrent. C'est ça, l'échange, ce que certains appellent le libre-échange. Évidemment, ces enfants ne reproduiront pas, partiront, traverseront le désert libyen, traverseront la Méditerranée dans les conditions qu'on sait. Donc ça, il faut arrêter ça. Donc déjà, première chose, si on parle de territoire, c'est effectivement de se dire qu'il y a peut-être des formes d'agriculture qui permettraient d'éviter l'exode rural contraint, les mouvements migratoires contraints dans les conditions que vous savez en question, de laisser au peuple le droit de vivre et travailler, aux paysanneries, de vivre et travailler dignement, correctement rémunérés, d'où la rémunération des services d'intérêt général, et de ne pas être contraint à ces mouvements-là. Donc c'est ça qu'il faut. Et bien ça, effectivement, c'est des formes. De la même façon qu'on parlait d'appellation d'origine protégée, P pour moi, protégé, c'était protecteur, c'était pas péjoratif, je suis désolé. Ben oui, il faudra bien que localement, on gère en circuit court le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle des insectes, le cycle des abeilles, le cycle des champignons mycorhiziens qui vont aller chercher du phosphore quand la roche est altérée. Tout ça, c'est de valoriser, que localement, on puisse valoriser au mieux les ressources productives des terroirs. Oui, on va avoir une analyse écosystémique. C'est les terroirs, leur potentialité productive, faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien. Ce sera intensif en emploi. Mais ça, effectivement, c'est des formes de protectionnisme, je suis désolé. Et pour moi, ça n'a rien, mais rien de péjoratif. Pourquoi faut-il, en France, que l'on achète du soja brésilien transgénique aux dépens de la forêt amazonienne pour des animaux en surnombre en Bretagne? Et cet azote qu'on a été chercher dans l'air brésilien, qui était dans le soja, qui sert à nourrir nos cochons, qui sont en surnombre et qui ne sont même plus élevés sur la paille, parce que la paille est dans le bassin parisien, ces animaux urinent, ça fertilise de très belles algues vertes. Je suis désolé, aller chercher de l'azote au Brésil pour fertiliser des algues vertes, ce n'est pas circuit court. Et quand vous découvrez que dans le bassin parisien, évidemment, il n'y a plus l'azote de l'urine, du coup, on va mettre de l'urée, un engrais azoté de synthèse fabriqué avec du gaz naturel russe, n'appelez pas ça circuit court. Moi, je serais pour que les animaux soient sur la paille, bien-être animal, fabriquer du fumier, que l'on retrouve notre souveraineté protéinique. Et c'est pas faire du tort aux Brésiliens. Les Brésiliens, quand je leur dis qu'il faudrait qu'on mette des droits de douane à l'importation de leur soja, ils me disent mais on n'est pas fiers, nous, Brésiliens, monsieur Dufumier, de nourrir vos cochons, vos ruminants, vos volailles
On préférait que le soja brésilien nourrisse des Brésiliens. Les Brésiliens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant, n'ont pas les revenus pour acheter leur soja parce que nos cochons sont plus riches. Donc désolé, les collectivités territoriales, on va devoir se remuer. On va relocaliser nos agricultures en fonction des potentialités productives, en faisant-le dans tous les pays du monde, dans toutes les régions du monde. Nous allons valoriser ce qui ne coûte rien, ce qui est renouvelable, et on va mettre les gens au travail digne, s'il vous plaît. Eh bien... Moi, je suis entièrement d'accord, mais enfin, les résistances vont être monstrueuses. Bon, il y a tous les traités qui organisent le libre-échange, il y a toutes les... une très très grande partie encore des économistes d'aujourd'hui qui pensent qu'on ne peut pas s'en sortir sans ça. Il y a le fait que si jamais on fait cette fermeture, d'abord on va nous dire qu'on se referme sur nous et sur nos petites biorégions, voilà, avec un double risque, hein, nous dit-on, un d'augmentation des prix, c'est clair, et deux, de risque de revenir à des formes de travail, nous dit-on, que les gens ne voudraient plus. Par exemple, dans le programme de transformation, le plan de transformation des emplois du Shift Project, il prévoit 500 000 emplois, c'est très intéressant, hein, 500 000 emplois de plus dans l'agriculture d'ici 2050, en défendant l'idée que, de toute façon, on aura moins de machines. Les machines, c'est de la consommation d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, il faut moins de machines, plus d'huile de coude, plus de travail humain. Moi, je trouve ça très bien, mais quand on dit ça, quand on défend cette idée-là, les gens vous disent « Ah bah d'accord, vous voulez revenir au Moyen-Âge, vous voulez revenir au 19e siècle, et revenir à des travaux pénibles, etc. » Bon, il y a plein de réponses, mais il faut bien, enfin, vous le savez aussi bien que moi, combien les résistances sont puissantes et combien on va devoir se battre sur de très nombreux fronts. À commencer par le premier syndicat agricole en France. Enfin, je veux dire, c'est aussi lui qui plaide pour ce modèle. Ah, là, il y en a des questions. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions à tous les quatre. C'était hyper intéressant, donc merci. J'ai deux questions. Je vais essayer de faire court. J'ai l'impression que le constat, il est clair, il est avéré, il est scientifiquement démontré et qu'on a des solutions. Et donc qu'en réalité, on se heurte à un manque de volonté politique, probablement parce qu'il y a des gros intérêts privés en jeu, des intérêts économiques et politiques qui sont liés. Et donc ma première question, c'est selon vous, à quel niveau et sous quelle forme on doit se battre pour changer ça, cette absence de volonté politique ? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on ne doit pas aussi penser ça avec une transition, une transformation de nos institutions politiques, de notre système démocratique représentatif qui, il me semble, ne représente pas la majorité d'entre nous et représente en fait les intérêts d'une minorité privilégiée. Il y avait une autre question là, peut-être. Une question pour M. Dufumier. Est-ce que vous avez fait part de vos réactions là à la SAFER? Bah oui, qui n'assure pas son rôle, vraiment. Franchement. On répond sur ces deux premières questions? Oui, bah, du coup, oui, on parlait du syndicat agricole majoritaire et les SAFER, effectivement, c'est des sociétés d'aménagement foncier, je ne sais pas quoi, rural, qui ont un droit de préemption quand des terres ne sont pas reprises par les enfants. Et ces SAFER ont un droit de préemption, en principe, pour aider à l'installation de jeunes agriculteurs. Et en fait, quasiment tout le temps, c'est l'inverse, c'est l'agrandissement des plus gros à côté. C'est un peu du fait de ce syndicalisme agricole majoritaire en question, c'est absolument dramatique. Alors après, de plus, il y a un détournement des lois foncières pour que quand des terres sont vendues à une société anonyme, et si dans cette société anonyme qui achète les terrains, il y a 0,1% du capital qui est détenu par celui qui a vendu, la SAFER n'a même plus son droit de préemption. Donc c'est clair, oui, on est dans un monde, juste pour vous dire qu'en termes de communication et de démocratie, ce genre de choses, moi il m'est arrivé de rencontrer effectivement tous les ministres, depuis Michel Barnier jusqu'à Julien de Normandie, le ministre actuel je ne le connais pas, on parvient à les convaincre scientifiquement, c'est-à-dire, mais tous, enfin surtout l'un d'entre eux m'a dit, Monsieur Dufumier, vous avez raison, y compris, il faut savoir que les lobbies en face dont vous parlez, hein, les forces en face qui sont hostiles à tout ce qu'on peut raconter là, et c'est pas que, il y a l'agro-industrie, il y a l'industrie chimique, il y a tout ça, hein, parce que le produit brut, c'est la croissance, c'est leur profit. Il faut être clair qu'ils jouent sur toujours l'emploi à court terme.
Et nous, quand on dit, mais non, mais les agricultures qu'on propose et les solutions qui seraient saines du point de vue de la santé, ce serait durable du point de vue de l'environnement, et ce serait intensif en emploi et rémunérateur, et effectivement, il faut qu'il soit correctement rémunéré, parce que la pénibilité du travail, ça a été dit, est énorme. Et bien, les gens me disent, non, monsieur Dufumier, vous avez vu hier la femme là, qui pleurait parce qu'elle avait perdu son emploi au moment où les abattoirs d'Illy et Gade venaient de fermer. Je dis, mais vous, monsieur le ministre, vous, élu de la Sarthe, vous, breton, vous savez très bien qu'à la tonne de poulet, le poulet de Loué, les bons poulets, la belle rouge, crée plus d'emplois. Il me disait, oui, monsieur Dufumier, vous avez vu hier la femme qui pleurait. Moi, je gère des rapports de force. Voilà. Et donc, la communication, c'est pas seulement nous, les scientifiques, on doit discuter avec les ministres, mais c'est nous tous. On doit tous se mobiliser, tous communiquer sur ces questions-là, s'échanger. Mais il y a vraiment, c'est les rapports de force, hein, et c'est ça qui fera qu'un jour, éventuellement, ça changera. Qu'on soit tous convaincus, mobilisés, tous unis, même combat. Oui, pour aller dans ce sens-là, c'est vrai que c'est ce que nous apprend l'histoire, parce que finalement, moi, naïvement, autour de ces sujets, j'avais cette idée qu'on venait de découvrir finalement le problème écologique récemment, que finalement c'est au tournant des années 2000 que le problème climatique a émergé et que finalement, voilà, on vit les balbutiements et on l'entend encore, oui, mais on vient de savoir finalement. Donc on commence à s'organiser, on commence à mettre en place des choses, il faut laisser le temps aussi de l'action politique. Mais en fait, cette histoire, elle est complètement falsifiée, puisqu'on voit bien que déjà, il y a 50 ans, en fait, on avait tous les éléments en main pour se rendre compte qu'on était vraiment sur la mauvaise voie. Alors évidemment, on a parlé du rapport Meadows, mais pas que. C'est le moment de la naissance des grandes ONG que vous connaissez, Greenpeace, les Amis de la Terre, le WWF. Il y avait massivement des gens dans la rue qui venaient porter ces questions-là. Il y avait un scandale autour des pesticides, avec la sortie du Printemps silencieux de Rachel Carson. Voilà, il y a ce numéro du Nouvel Obs de 72 qui titrait « La dernière chance de la Terre ». Voilà, donc ces éléments, on les avait déjà tous il y a 50 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu déjà cette contre-attaque dont parlait Dominique de la part des économistes, qui a été féroce et qui a voulu justement effacer finalement les conclusions qui étaient inentendables du rapport Meadows qui disait il faut arrêter la croissance, globalement il faut changer de modèle. Et il y a aussi une réappropriation du politique qui a... Voilà, à la fois sentant la pression, justement le rapport de force qui s'est élevé à ce moment-là, la nécessité quand même de se mobiliser avec la création des premiers ministères de l'environnement, avec la naissance de l'écologie politique, etc., avec les premiers sommets de la Terre, et finalement, et qui aboutit aujourd'hui évidemment au COP, etc. Donc voilà, ça c'est un mouvement qui a apporté des négociations internationales sur le sujet, et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a créé des concepts séduisants comme le développement durable et maintenant la croissance verte, qui fait qu'on se dit c'est bon, c'est géré, et que finalement les citoyens se sont dépolitisés sur ces sujets, et d'ailleurs se sont dépolitisés voilà, tout court, et qui fait que finalement, on a poursuivi la croissance, on a même appuyé sur l'accélérateur. On en parlait un peu tout à l'heure, tu en parlais pour le financement de la PAC. Aujourd'hui, les financements agricoles vont à l'agriculture intensive. On n'a jamais autant subventionné les énergies fossiles. Là, 2022, c'est un sommet, un record. De la même façon, et tu en parles dans les entretiens, dans le podcast et le livre, le fait que les subventions, elles vont aux bateaux industriels, en fait, pour construire des bateaux toujours plus gros qui vont toujours plus racler les fonds des océans. Et c'est... Voilà, finalement, tant qu'il n'y a pas ce rapport de force qui est absolument nécessaire, voilà ce qui se passe. Donc en fait, l'histoire, elle a déjà eu lieu. Voilà, on a vu ce qui s'est passé ces 50 dernières années et on n'a plus le temps d'attendre. Donc c'est maintenant, effectivement, enfin maintenant, c'est maintenant et toujours. En fait, il faut que les citoyens soient massivement dans l'arène sous de multiples formes, et il n'y a pas à choisir en fait entre les différents modes d'action, puisque on a besoin à la fois d'avoir des mobilisations dans la rue, des actions de désobéissance civile, des actions en justice, de se saisir, d'interpeller nos politiques, de se lancer en politique. On a besoin de faire feu de tout bois. On l'a vu, le constat, il est terrible, et l'action, c'est maintenant. Voilà. Et du coup, je te rejoins pleinement là-dessus.
Oui, pour ajouter les relations avec les politiques, je pense que les politiques, souvent, ils ont vraiment un problème de culture environnementale. Nos élites sont très peu, dans leur cursus, n'ont jamais traité de toutes ces questions environnementales. Donc pour eux, à part quand ils ont suivi les cours de Marc Dufumier à l'agro, mais sinon moi j'ai interagi avec des sénateurs, avec des députés, mais c'est affligeant. Le niveau environnemental, c'est proche de zéro. Sauf peut-être certains, excusons-les, mais sinon, c'est vrai que nos élites n'ont pas cette culture-là du tout. Donc ça joue vraiment dans les choses. Alors, une autre chose que je voulais dire sur comment le système va évoluer, ça, personne bien sûr le sait. Il y a un excellent livre qui va paraître de Claude Henry, qui est un grand monsieur sur l'environnement. Son titre, je crois que c'est Planète Terre, pronostic vital engagé. Et ici, Tocqueville. Tocqueville dit en 1780, donc 9 ans avant la Révolution, il dit « Quand les aspirations des peuples ne correspondent pas à ce qui se fait, ben ça pète. » Voilà. Donc voilà. Donc il fait le parallèle. Voilà. Moi, j'ai envie d'ajouter un léger bémol. J'ai un léger désaccord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que le diagnostic était partagé. Je crois qu'il n'est pas du tout partagé. C'est-à-dire, les gens disent oui, il y a un problème de changement climatique, de température, machin, mais je pense qu'il n'est absolument pas partagé par la haute administration, les politiques, comme tu l'as dit, toute une partie de la population qui ne sait pas très bien, petit 1. Et petit 2, je pense que le coût de la transition est absolument monstrueux. Faire changer comme ça radicalement une société, avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire une forme de protectionnisme, relocaliser, parce qu'il faudra relocaliser, changer complètement notre agriculture, mettre des montants d'investissement public faramineux, plus la question absolument centrale de l'emploi. C'est-à-dire que dans tout ça, on risque de perdre beaucoup d'emplois. Et donc, pour qu'on ne les perde pas, il va falloir qu'on fasse un effort gigantesque d'anticipation, un effort très très fin de reconversion individuelle et collective. Donc, je pense vraiment que le coût de la transition est immense et il faudrait qu'on y mette beaucoup plus de compétences, de moyens financiers, mais aussi d'intelligence collective là-dedans. Alors, merci beaucoup. Quand on fait une conférence sur les limites, il faut savoir aussi s'appliquer. Donc, merci beaucoup. On peut poursuivre en mode un peu informel. Merci à toutes et à tous. Vous avez de quoi aussi poursuivre les débats et vous nourrir juste ici intellectuellement et juste ici pour l'autre partie. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.